Marseille, été 1978. Une plage bondée sous le soleil méditerranéen. En l'espace de 15 minutes, une femme disparaît sans laisser de traces. Pas de cris, pas de témoins, pas de corps, juste le vide. Son mari part chercher des glaces, revient avec 2 cornets qui fondent sous la chaleur écrasante, et elle n'est plus là. La serviette de plage est encore chaude, ses sandales alignées sur le sable, son livre ouvert à la même page, comme si elle s'était évaporée dans l'air salé. Les premières heures, on pense à une noyade. Les plongeurs fouillent les fonds marins pendant des jours. Rien. Puis vient l'inévitable soupçon. Le mari. Toujours le mari. Les gros titres l'accusent avant même que la police ne trouve la moindre preuve. Sa vie devient un enfer public. 45 ans plus tard, une photographie de vacances refait surface. Une image banale prise par un touriste allemand ce jour-là. Une famille qui pose devant la mer, des parasols, des enfants qui jouent. Personne n'y avait prêté attention. Mais quand un passionné d'affaires non résolu applique les nouvelles technologies d'amélioration d'image sur cette photo, quelque chose apparaît dans le fond. Quelque chose que personne n'aurait dû voir. Quelque chose qui va faire vaciller les fondations même de cette enquête. Et révéler pourquoi certains témoignages ont été ignorés. Pourquoi certaines pistes n'ont jamais été suivies. Et pourquoi un homme innocent a porté le poids d'un crime pendant presque un demi-siècle. Avant de continuer, écrivez en commentaire votre ville et l'heure qu'il est chez vous maintenant. Montrez que vous êtes là. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vise les 5000. Ça nous aide énormément. Maintenant, reprenons. Marseille, 14 juillet 1978. Fête nationale. La ville vibre sous le soleil écrasant. Les plages sont noires de monde. Sur celles des Catalans, des centaines de corps s'entassent sur le sable brûlant. Claire et Philippe Morsan ont posé leurs serviettes près d'une famille allemande et d'un groupe d'étudiants italiens. Autour d'eux, des transistors crachent de la musique disco, des enfants crient, des vendeurs ambulants proposent des glaces. Le chaos joyeux de l'été. Claire lit un roman. Philippe transpire. Il se lève, lui demande si elle veut quelque chose de frais. Elle hoche la tête sans lever les yeux de son livre. Il s'éloigne vers la buvette. La file est longue. Il attend. 10 minutes. 15 peut-être. Quand il revient avec 2 citrons pressés, la serviette est vide. Les sandales de Claire sont toujours là, alignées. Son livre ouvert, face contre le sable. Son sac à main intact. Philippe regarde vers la mer. Personne. Il demande aux voisins de serviettes s'ils ont vu sa femme. Personne n'a rien remarqué. Dans le bruit et la foule, une femme peut disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Philippe alerte les sauveteurs à 15h45. À 16h, les premières recherches démarrent. À 18h, la police maritime est sur place. À 20h, les plongeurs fouillent les fonds. À 22h, Philippe est interrogé pour la première fois. Et à minuit, sans qu'il le sache encore, il vient de devenir le suspect numéro 1 d'une affaire qui va le dévorer vivant. Les premières 48 heures d'une disparition sont cruciales. C'est ce que répètent les policiers, les criminologues, les médias. 48 heures pour retrouver une personne vivante. 48 heures avant que l'espoir ne commence à s'effriter. Pour Philippe Morsan, ces 48 heures se transforment en un cauchemar éveillé dont il ne sortira jamais vraiment. Le soir même de la disparition, il est conduit au commissariat central de Marseille. Les inspecteurs sont courtois, presque bienveillants. Ils comprennent son état de choc, mais ils ont un travail à faire. Ils lui posent les questions d'usage. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Tout allait bien entre vous? Des disputes récentes? Des tensions financières? Des infidélités? Philippe répond calmement. 8 ans de mariage. Aucun problème. Aucune dispute. Une vie normale, tranquille même. Trop tranquille peut-être, aux yeux des enquêteurs. Car dans leur expérience, quand une femme disparaît, le coupable se trouve dans un rayon de 5 mètres. Et Philippe était là, juste là, à quelques mètres. Les plongeurs de la brigade nautique fouillent la zone pendant 3 jours consécutifs. Ils ratissent les fonds marins jusqu'à 50 mètres de profondeur. Rien, pas de corps, pas de vêtements, pas le moindre indice. La mer est claire, la visibilité est excellente. Si Claire s'était noyée à cet endroit, il l'aurait trouvée. Les courants sont faibles en été. Le corps n'aurait pas pu dériver bien loin. L'hypothèse de la noyade accidentelle commence à vaciller. Les enquêteurs interrogent les témoins présents sur la plage ce jour-là. Des dizaines de personnes.
Certains se souviennent vaguement d'un couple près de la buvette. D'autres pensent avoir vu une femme en maillot bleu marcher vers l'eau, mais personne n'est formel. Dans la confusion d'une plage bondée un jour de fête nationale, les souvenirs se brouillent, se confondent, se contredisent. Un étudiant italien affirme avoir vu Philippe revenir avec les boissons et chercher sa femme du regard. Une grand-mère allemande dit avoir remarqué la serviette abandonnée vers 16 heures. Un sauveteur se souvient d'avoir vu une femme correspondant au signalement de Claire discuter avec un homme près des douches publiques vers 15h30. Mais il n'en est pas certain. Peut-être était-ce une autre femme, peut-être un autre jour. Les témoignages s'accumulent sans apporter de certitude. Le 3e jour, la presse s'empare de l'affaire. Mystérieuse disparition à Marseille, titre le Provençal. Une touriste évaporée sur une plage bondée, annonce Nice Matin. Les journalistes débarquent à l'hôtel où Philippe est retourné, incapable de quitter Marseille sans sa femme. Ils le bombardent de questions. Comment se sent-il? A-t-il un message pour sa femme si elle l'entend? Pense-t-il qu'elle est encore en vie? Philippe répond maladroitement, le visage ravagé par l'insomnie et l'angoisse. Mais à la télévision, son air hébété passe pour de l'indifférence. Ses réponses courtes passent pour de la froideur. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Et ce qu'ils voient, c'est un homme qui ne pleure pas assez, qui ne supplie pas assez, qui ne souffre pas assez, visiblement. Au 5e jour, un tournant. Les enquêteurs découvrent que Philippe et Claire ont souscrit une assurance vie 6 mois plus tôt. Une assurance conséquente. 300 000 francs, une somme importante pour l'époque. Philippe explique que c'était une décision commune, une précaution banale pour un couple sans enfant. Mais aux yeux des policiers, c'est un mobile classique, évident, presque caricatural. L'argent. Toujours l'argent. Le lendemain, les titres changent de ton. Le mari de la disparue bénéficiaire d'une grosse assurance, annonce France Soir. Disparition suspecte. La piste criminelle privilégiée, écrit Le Figaro. Philippe passe de victime à suspect en l'espace d'une manchette. Les journalistes campent devant son hôtel. Les caméras le suivent partout. Chacun de ses gestes est scruté, analysé, jugé. Il achète un sandwich. Il a bon appétit pour un homme dont la femme a disparu. Il reste enfermé dans sa chambre. Il fuit les regards parce qu'il a quelque chose à cacher. Aucune issue. Les parents de Claire, effondrés, débarquent de Lyon. Ils connaissent Philippe depuis des années. Ils l'ont toujours considéré comme un gendre exemplaire, discret, travailleur, dévoué à leur fille. Mais le doute s'installe. Les policiers leur posent des questions insidieuses. Avez-vous déjà remarqué des comportements étranges, des colères soudaines, des violences? La mère de Claire hésite. Elle se souvient d'une dispute lors d'un dîner de famille, 2 ans plus tôt. Une broutille. Philippe avait haussé le ton parce que Claire avait oublié de réserver une table au restaurant. Rien de grave. Mais maintenant, ce souvenir anodin prend une autre couleur. Elle le mentionne aux enquêteurs. Et ce détail insignifiant se retrouve dans les journaux le lendemain. Un proche du couple témoigne de violences verbales, titre un quotidien régional. Philippe ne comprend plus. Le sol se dérobe sous ses pieds. Sa belle famille commence à le regarder différemment. Les amis de Lyon cessent d'appeler. Son employeur lui suggère de prendre un congé prolongé. Sans le dire ouvertement, tout le monde pense la même chose. Il a fait quelque chose. Il sait quelque chose. Il cache quelque chose. Au 10e jour, Philippe est placé en garde à vue pour la première fois. 24 heures d'interrogatoire intensif. Les enquêteurs changent de stratégie. Ils sont moins courtois, plus agressifs. Ils lui exposent leurs théories. Une dispute sur la plage, un accès de violence. Claire tombe, se cogne la tête. Panique. Philippe traîne le corps jusqu'à l'eau, simule une noyade. Il avoue avoir souscrit l'assurance vie dans ce but. Un plan froid, calculé. Philippe proteste, crie son innocence, supplie qu'on le croie. Mais ces dénégations sonnent creux aux oreilles de policiers qui ont déjà vu 100 fois le même scénario. Il est relâché faute de preuves matérielles. Pas de corps, pas de crime. La présomption d'innocence tient encore, mais à peine. À sa sortie du commissariat, une foule hostile l'attend. Des gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais rencontré Claire, mais qui sont convaincus de sa culpabilité. Quelqu'un lui crache dessus. Un homme crie « Assassin !» Une femme brandit une pancarte « Justice pour Claire !» Philippe se réfugie dans un taxi sous les huées. Il quitte Marseille le soir même et rentre à Lyon, brisé. Mais la ville qu'il a vu grandir n'est plus un refuge. Son appartement est vandalisé.
Sa voiture rayée. Ses voisins changent de trottoir quand ils le voient arriver. Il perd son emploi une semaine plus tard. Officiellement pour restructuration. Officieusement parce que sa présence fait fuir les clients. Philippe Morsan n'est plus un homme. Il est devenu un symbole. Le symbole d'un crime parfait qui n'a laissé aucune trace. Le symbole d'une justice impuissante. Le symbole d'un mensonge qui refuse de se fissurer. Et pendant ce temps, le véritable coupable respire tranquillement, protégé par un uniforme et un silence complice. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. L'affaire Claire Morsan sort progressivement des manchettes pour rejoindre le cimetière des mystères non résolus. Mais pour Philippe, le calvaire ne fait que commencer. Car si le système judiciaire l'a libéré faute de preuves, le tribunal de l'opinion publique, lui, a rendu son verdict coupable, à vie. Sans possibilité d'appel, Philippe tente de reconstruire une existence. Il déménage à Grenoble, espérant que la distance géographique lui offrira l'anonymat. Il change de nom légalement, prend le nom de jeune fille de sa mère, Bernier. Il trouve un travail dans une petite entreprise de comptabilité qui accepte de l'embaucher malgré son passé. Mais l'ombre de Marseille le suit partout. Un collègue finit toujours par faire le lien. Un article ressurgit lors d'un anniversaire médiatique de la disparition. Et à chaque fois, c'est la même séquence. Les regards qui changent. Les conversations qui s'arrêtent quand il entre dans une pièce. Les démissions suggérées. En 1982, 4 ans après les faits, un journaliste d'investigation publie un livre intitulé « Le secret de la plage des Catalans ». L'ouvrage reprend l'enquête, analyse les témoignages, décortique les incohérences du dossier. L'auteur conclut que Philippe est probablement innocent, que l'enquête a été bâclée, que des pistes sérieuses n'ont jamais été explorées, notamment celle d'un prédateur sexuel. Plusieurs femmes ont été agressées sur les plages marseillaises entre 1976 et 1979. L'une d'elles a disparu en 1977 dans des circonstances similaires à celles de Claire. Son corps a été retrouvé 3 mois plus tard dans une crique isolée, étranglé, violé. Le tueur n'a jamais été arrêté. Le journaliste établit des parallèles troublants. Mais le mal est fait. Le livre se vend mal. Les médias l'ignorent largement. Car une histoire d'innocence ne fait pas vendre. Ce qui fascine le public, c'est le mari suspect, le mensonge derrière le masque, la double vie. L'idée qu'un prédateur anonyme ait pu enlever Claire ne nourrit aucun fantasme narratif. Elle est trop aléatoire, trop injuste, trop banale dans son horreur. Philippe lit le livre et pleure pour la première fois depuis des années. Quelqu'un, enfin, a écouté. Quelqu'un a vu la vérité. Mais ça ne change rien à sa vie. Il reste l'homme qui a peut-être tué sa femme. Le peut-être est pire que la certitude. C'est un peut-être qui ne s'efface jamais. En 1987, 9 ans après la disparition, la famille de Claire fait procéder à une déclaration judiciaire de décès. C'est une procédure administrative froide et nécessaire. Sans corps, sans preuve de mort, Claire Morsan existe toujours légalement. Mais après 10 ans, la loi française permet de la déclarer officiellement décédée. Philippe assiste à l'audience. Il ne dit rien. Il signe les papiers. Et quelque chose en lui meurt ce jour-là. L'espoir peut-être, ou simplement la dernière trace de l'homme qu'il était avant. Il ne touche jamais à l'argent de l'assurance vie. Les 300 000 francs, devenus près de 500 000 avec les intérêts, restent bloqués sur un compte qu'il n'ouvre jamais. Il sait que s'il y touche, ce sera l'aveu définitif aux yeux du monde. Alors l'argent dort. Inutile. Maudit. Philippe vieillit seul. Il ne refait jamais sa vie. Comment le pourrait-il? Quelle femme accepterait de partager l'existence d'un homme soupçonné de féminicide? Il coupe progressivement tous les liens avec sa famille. Ses parents meurent dans les années 90 sans avoir jamais récupéré leur fils. Ils l'ont défendu publiquement, mais dans leurs yeux, Philippe a toujours vu la question. L'as-tu fait? Dis-nous la vérité. Nous ne te jugerons pas. Mais dis-nous. Il ne leur a jamais pardonné ce doute. Pendant ce temps, l'enquête officiellement reste ouverte, mais dans les faits, elle est gelée. Le dossier dort dans les archives de la police judiciaire de Marseille. Les enquêteurs originaux ont pris leur retraite. Les nouveaux ont d'autres priorités. Claire Morsan n'est plus qu'un nom dans un classeur poussiéreux, une ligne dans les statistiques des personnes disparues, un cold case parmi des centaines d'autres. Mais quelque chose d'étrange s'est produit pendant toutes ces années.
Quelque chose que personne n'a remarqué sur le moment. Plusieurs témoins de l'époque ont tenté de contacter la police dans les mois suivant la disparition. Un couple de touristes belges avait vu une femme correspondant à la description de Claire monter dans un bateau de la police maritime vers 15h30, accompagnée d'un homme en uniforme. Ils l'ont signalé. Leur témoignage a été consigné dans le procès-verbal, puis oublié. Un pêcheur local a affirmé avoir vu un Zodiac de la police maritime patrouiller inhabituellement près de la plage des Catalans ce jour-là, alors que ce n'était pas sa zone habituelle. Il l'a mentionné aux enquêteurs. Son témoignage a été classé sans suite. Une vendeuse de glaces ambulante se souvenait d'avoir vu un officier de police discuter longuement avec une femme blonde près de son stand vers 15 heures. La femme semblait nerveuse. L'officier lui parlait à voix basse. La vendeuse n'y a pas prêté attention sur le moment. Des jours plus tard, quand elle a vu la photo de Claire dans le journal, elle a appelé la police. On lui a dit qu'on la rappellerait. Personne ne l'a jamais fait. 3 témoignages, 3 pistes convergentes, 3 mentions d'un bateau ou d'un officier de police, enterrés dans le dossier, jamais exploités, jamais recoupés. Pourquoi? La réponse est simple et terrifiante, parce que certains enquêteurs savaient déjà, ou du moins, ils se doutaient. Mais pointer du doigt un collègue, même d'un autre service, même pour une affaire aussi grave, c'était franchir une ligne. C'était briser l'omerta. C'était choisir la justice contre la loyauté. Et en 1978, dans la police française, la loyauté primait toujours. Alors ils ont fait le choix de l'aveuglement volontaire. Ils ont orienté l'enquête vers la seule cible acceptable, le mari, l'étranger, celui qui ne portait pas d'uniforme. Celui qu'on pouvait sacrifier sans que ça ne remette en question tout un système. Philippe Morsan a payé le prix de cette lâcheté pendant 45 ans. Mais en 2023, quelque chose se produit. Quelque chose d'inattendu. Un détail minuscule, invisible pendant près d'un demi-siècle, va tout faire exploser. Printemps 2023. Hambourg, Allemagne. Un homme du nom de Klaus Schneider, 72 ans, retraité de l'industrie automobile, trie les affaires de sa mère récemment décédée. Dans un carton rempli de vieilles photos de famille, il tombe sur une enveloppe marquée « Vacances Marseille 1978 ». À l'intérieur, une trentaine de clichés jaunis, des photos de plages, de marchés provençaux, de ports de pêche, des souvenirs d'un été révolu. Klaus les feuillette distraitement, ému de revoir ses parents jeunes, lui-même adolescent. Et puis il tombe sur une photo particulière, une image banale de la plage des Catalans. Ses parents posent devant la mer, sa petite sœur fait un château de sable. L'arrière-plan est flou, rempli de parasols, de corps bronzés, de l'agitation typique d'une plage bondée. Klaus numérise les photos pour les conserver numériquement. Il les partage sur un groupe Facebook dédié aux souvenirs de Marseille, pensant que ça ferait plaisir à d'anciens vacanciers de l'époque. La publication passe inaperçue pendant quelques semaines. Puis, un membre du groupe, Thomas Revel, passionné de cold cases et d'affaires criminelles non résolues, remarque quelque chose. La date inscrite au dos de la photo. Le 14 juillet 1978. La plage des Catalans. Le jour exact de la disparition de Claire Morsan. Thomas connaît cette affaire par cœur. Il a grandi à Marseille dans les années 80. L'histoire de la femme évaporée a bercé son enfance, racontée et re-racontée par les adultes comme une légende urbaine locale. Devenu adulte, il s'est plongé dans les archives, les articles de presse, les forums spécialisés. Il a même correspondu avec le journaliste qui avait écrit le livre en 1982. Thomas télécharge la photo et l'examine attentivement. À première vue, rien d'extraordinaire. Mais il a entendu parler des nouvelles technologies d'amélioration d'image par intelligence artificielle. Des outils capables d'augmenter considérablement la résolution de vieilles photographies, de réduire le flou, de révéler des détails invisibles à l'œil nu. Il décide de tenter le coup. Il utilise plusieurs logiciels spécialisés. Topaz Gigapixel AI, Remini, Let's Enhance. Les algorithmes travaillent pendant des heures, reconstruisant les pixels manquants, extrapolant les détails à partir des données disponibles. Le résultat est stupéfiant. La photo, initialement de résolution moyenne, devient extraordinairement nette. Les visages flous deviennent identifiables. Les détails de l'arrière-plan émergent avec une clarté troublante. Et c'est là que Thomas voit quelque chose qui lui glace le sang. À environ 50 mètres derrière la famille Schneider, près du bord de l'eau,
Une femme blonde en maillot de bain bleu discute avec un homme en uniforme. L'uniforme de la police maritime française, reconnaissable entre mille avec ses épaulettes distinctives et son pantalon bleu marine. Thomas zoome sur le visage de la femme. Il sort une photo de Claire Morsan, trouvée dans les archives de presse. Il compare les cheveux, la silhouette, la forme du visage. C'est elle. Il en est pratiquement certain. Son cœur bat à tout rompre. Il continue à examiner l'image. Derrière la femme et l'officier, à une dizaine de mètres, un Zodiac de la police maritime est amarré sur le sable. D'autres photos de la série montrent différents angles de la plage à des moments légèrement décalés. Thomas les améliore toutes. Sur l'une d'elles, prise probablement 15 à 20 minutes après la première, on voit le Zodiac s'éloigner de la plage. 2 silhouettes sont visibles à bord. L'une en uniforme aux commandes. L'autre assise à l'arrière pourrait être une femme. L'image est moins nette, plus lointaine, mais la présence féminine est indéniable. Thomas ne dort pas de la nuit. Il sait qu'il tient quelque chose. Mais il sait aussi que des photos améliorées par IA ne sont pas des preuves recevables en justice. Elles peuvent être contestées, qualifiées de reconstructions artificielles. Il lui faut plus. Il contacte Klaus Schneider en Allemagne et lui explique la situation. Klaus est stupéfait. Il n'avait aucune idée que sa photo de vacances familiales pouvait contenir un élément aussi crucial d'une enquête criminelle. Il accepte immédiatement d'envoyer les négatifs originaux à Thomas. Une semaine plus tard, les négatifs arrivent par courrier sécurisé. Thomas les fait analyser par un laboratoire spécialisé en photographie judiciaire. Les experts confirment. Les négatifs sont authentiques, non retouchés. Les métadonnées correspondent. La date, l'heure, le lieu. Tout concorde. Les images améliorées par IA n'ont fait que révéler ce qui était déjà là, caché dans les grains argentiques d'une époque révolue. Armé de ces éléments, Thomas contacte un avocat spécialisé dans les affaires de révision criminelle. L'avocat, maître Cécile Arnaud, étudie le dossier pendant plusieurs semaines. Elle exhume les archives de l'enquête originale grâce à une demande officielle. Et c'est là qu'elle découvre l'ampleur du scandale. Les 3 témoignages mentionnant un officier de police et un bateau sont bien présents dans le dossier. Ils n'ont jamais été suivis, jamais investigués, jamais recoupés. Pire encore, elle trouve une note manuscrite d'un lieutenant de police datée du 18 juillet 1978, 4 jours après la disparition. La note est laconique mais dévastatrice. Témoin Durand évoque présence police maritime, ne pas creuser, ordre du commandant Lebrun, ordre de ne pas creuser, ordre de ne pas investiguer, ordre d'enterrer une piste. Maître Arnaud convoque une conférence de presse en juin 2023. Elle présente les photos, les analyses, les témoignages ignorés, la note manuscrite. L'affaire explose dans les médias nationaux. Les journaux titrent « Affaire Morsan ». Des preuves occultées pendant 45 ans. Un officier de police impliqué dans la disparition de 1978 ? Scandale d'État. La police a-t-elle protégé l'un des siens ? Le parquet de Marseille est contraint de rouvrir l'enquête. Une commission d'enquête interne est lancée. Les archives sont passées au crible et les noms commencent à sortir. L'officier présent sur la photo améliorée par IA est formellement identifié en juillet 2023. Capitaine Alain Verdier, 52 ans en 1978, membre de la police maritime de Marseille depuis 15 ans à l'époque des faits. Un homme respecté, décoré même, avec un dossier de service impeccable. Il a pris sa retraite en 1995 et vit désormais dans un petit village des Alpes de Haute-Provence. Quand les enquêteurs de la nouvelle brigade criminelle se présentent à son domicile, il est assis dans son jardin, en train de lire le journal. Il lève la tête, les voit arriver, et son visage se vide de toute couleur. Il sait, il a toujours su que ce moment finirait par arriver. Alain Verdier est placé en garde à vue. Il nie d'abord. C'est un malentendu. Il ne se souvient de rien. Il patrouillait ce jour-là, c'est vrai, mais il a croisé des centaines de personnes. Impossible de se rappeler une femme en particulier 45 ans plus tard. Les enquêteurs lui montrent la photo, lui montrent la séquence reconstruite, lui expliquent que des analyses comportementales ont été réalisées sur les images. La posture de la femme, son langage corporel. Elle ne semble pas menacée sur la première photo. Elle discute, peut-être même sourit-elle,
ce qui suggère qu'elle connaissait Verdier, ou du moins qu'elle lui faisait confiance, parce qu'il était en uniforme, parce qu'il représentait l'autorité, parce qu'on ne se méfie pas d'un policier. Verdier commence à se fissurer. Après 16 heures d'interrogatoire, il craque. Oui, c'était lui. Oui, il a parlé à Claire Morsan ce jour-là. Mais ce n'est pas ce que tout le monde pense. Ce qui suit est une confession aussi pathétique qu'horrifiante. Verdier explique qu'il patrouillait effectivement sur la plage des Catalans ce 14 juillet 1978. Il a remarqué Claire, belle, seule. Il s'est approché, a engagé la conversation sous prétexte d'un contrôle de routine lié à des vols sur la plage. Elle a été polie, coopérative. Il lui a proposé de monter dans son Zodiac pour faire le tour du propriétaire, voir la baie depuis la mer. Un petit tour, rien de plus. Un geste amical d'un représentant des forces de l'ordre. Claire a hésité, puis a accepté. Pourquoi pas? 15 minutes. Son mari allait revenir. Mais 15 minutes, c'est tout ce qu'il lui fallait. Verdier avoue avoir emmené Claire en mer, loin de la plage, vers une crique isolée. Là, il a tenté de l'embrasser. Elle l'a repoussé, a paniqué, a voulu sauter du bateau pour nager jusqu'au rivage. Il a tenté de la retenir. Elle a glissé, est tombée à l'eau, s'est cogné la tête contre la coque en métal du Zodiac. Le sang s'est répandu dans l'eau claire. Verdier jure qu'il a plongé pour la secourir. Mais elle coulait déjà. Le choc l'avait assommée. Il a essayé de la remonter, mais elle était lourde, inerte, et la panique l'a submergée. Pas la panique pour elle, la panique pour lui, sa carrière, sa réputation, sa famille. Il était capitaine de police, marié, père de 3 enfants. Si cette histoire sortait, c'était la fin de tout. Alors il a pris une décision, il a laissé le corps couler, a attendu qu'il disparaisse dans les profondeurs, puis il est retourné à la plage comme si de rien n'était, a continué sa patrouille, a souri aux enfants, a plaisanté avec ses collègues, et le soir il est rentré chez lui, a embrassé sa femme, a dîné avec ses enfants, a regardé la télévision, comme un jour normal. Les enquêteurs écoutent, abasourdis. Verdier pleure, se lamente, répète qu'il ne voulait pas la tuer, que c'était un accident, qu'il a paniqué, qu'il regrette chaque jour depuis 45 ans. Mais le pire reste à venir, car Verdier n'a pas agi seul pour étouffer l'affaire. Quand les témoignages mentionnant un bateau de police ont commencé à arriver, Verdier a paniqué. Il est allé voir son supérieur direct, le commandant Lebrun. Lui a tout expliqué, a supplié qu'on l'aide. Lebrun a fait un choix pragmatique, froid, institutionnel. Sacrifier une enquête pour protéger l'institution. Il a donné l'ordre de ne pas suivre les pistes impliquant la police maritime, a orienté les enquêteurs civils vers Philippe Morsan, a alimenté les soupçons contre le mari, a laissé un innocent porter le fardeau à la place de l'un des leurs. Lebrun est mort en 2008, il ne sera jamais jugé, mais d'autres sont encore vivants. D'autres enquêteurs qui ont vu les témoignages et les ont ignorés. D'autres officiers qui se sont tus. D'autres qui ont choisi le silence complice. La révélation fait l'effet d'une bombe. Le ministre de l'Intérieur présente des excuses publiques. Le préfet de police de Marseille démissionne. Une purge interne est lancée. Mais rien de tout cela ne ramènera Claire Morsan. Et rien de tout cela ne rendra à Philippe les 45 années qu'on lui a volées. En août 2023, Alain Verdier est inculpé d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger et d'entrave à la justice. Il est également poursuivi pour séquestration puisqu'il a emmené Claire contre son gré implicite en mer sous un faux prétexte. Le procès est prévu pour 2025. Verdier risque 20 ans de prison. À 97 ans, c'est une condamnation à perpétuité déguisée. Mais ce n'est pas le procès Verdier qui fascine l'opinion publique, c'est l'autre procès, celui de l'institution, celui du système qui a sacrifié un innocent pour protéger ses rangs. Celui de tous ces policiers, magistrats, journalistes qui ont participé au lynchage médiatique de Philippe Morsan sans jamais vérifier les faits. Celui d'une société qui préfère les coupables simples aux vérités complexes. Septembre 2023. Grenoble. Un appartement modeste au 3e étage d'un immeuble sans charme. Philippe Morsan, désormais Philippe Bernier, 81 ans, est assis dans son salon devant la télévision éteinte. Il regarde le vide. Un journaliste de France 2 sonne à sa porte. Il demande une interview. Philippe refuse d'abord.
puis accepte, parce qu'au fond, il n'a plus rien à perdre, et peut-être, enfin, quelque chose à gagner. Devant la caméra, Philippe parle lentement. Sa voix est éraillée, brisée par des décennies de silence forcé. Il raconte les 45 années, les regards, les insultes, les emplois perdus, les déménagements, l'isolement. Il raconte comment il a pensé au suicide, plusieurs fois. Comment il a tenu, il ne sait pas vraiment pourquoi. L'inertie peut-être, ou la colère, ou l'espoir insensé qu'un jour, la vérité sortirait. Le journaliste lui demande ce qu'il ressent maintenant que Verdier a avoué. Philippe reste silencieux longtemps. Puis il dit simplement « Rien, je ne ressens rien. C'est trop tard. » L'interview fait le tour de la France. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains présentent des excuses publiques. Des journalistes qui avaient couvert l'affaire en 1978 écrivent des tribunes où ils reconnaissent leur responsabilité dans le lynchage médiatique. Des anciens voisins tentent de le contacter pour s'excuser. Philippe ne répond à personne. Maître Cécile Arnaud lance une procédure de réhabilitation complète. Elle demande l'annulation de tous les articles diffamatoires, une indemnisation de l'État pour erreur judiciaire, et surtout une reconnaissance officielle de l'innocence de Philippe. En octobre 2023, le président de la République reçoit Philippe Morsan à l'Élysée. C'est une rencontre privée, mais les images sont diffusées, une poignée de main, des excuses au nom de la nation, des mots sur la résilience, la dignité, la justice tardive. Philippe écoute poliment, remercie, puis rentre chez lui en métro. Parce que malgré tout le bruit médiatique, il reste un vieil homme seul qui prend le métro. L'État français lui verse une indemnisation de 5 millions d'euros pour préjudice moral, une somme énorme sur le papier, dérisoire en réalité. Combien vaut une vie détruite? Combien vaut un demi-siècle de souffrance? Philippe donne l'intégralité de l'argent à une association de victimes d'erreurs judiciaires. Il garde juste de quoi vivre ces dernières années tranquillement. Pas dans le luxe, juste tranquillement. L'affaire déclenche une onde de choc dans tout le système judiciaire français. Une commission parlementaire est créée pour examiner les cold cases où des suspects ont été médiatiquement lynchés sans preuves solides. On découvre des dizaines de cas similaires, pas toujours aussi dramatiques, mais toujours la même mécanique. La facilité du bouc émissaire, le confort du suspect évident, le refus de chercher plus loin. De nouvelles lois sont votées, protection accrue des personnes mises en cause, encadrement strict de la couverture médiatique des affaires criminelles, obligation de suivre toutes les pistes, y compris celles qui impliquent les forces de l'ordre. Mais les lois ne changent pas les mentalités, et les mentalités changent lentement, très lentement. Klaus Schneider, l'Allemand qui a trouvé la photo, est invité sur tous les plateaux télé. Il raconte comment un hasard, une simple photo de vacances, a résolu une énigme vieille de 45 ans. Il parle de l'importance des archives personnelles, de ne jamais jeter les vieilles photos, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles contiennent, parce que la vérité se cache parfois dans les détails invisibles, dans le flou d'un arrière-plan, dans un visage anonyme au fond d'un cliché. Thomas Revel, le passionné de cold cases qui a amélioré l'image, reçoit des centaines de demandes similaires. Des gens lui envoient de vieilles photos liées à des affaires non résolues. Il en traite quelques-unes. Certaines révèlent des détails intéressants, d'autres rien. Mais chacune est une chance, une possibilité que justice soit faite. En novembre 2023, Philippe Morsan retourne à Marseille pour la première fois depuis 1978. Il se rend sur la plage des Catalans. C'est une journée grise, venteuse, hors saison. La plage est presque déserte. Il marche lentement sur le sable. S'arrête à l'endroit où ils avaient posé leurs serviettes, Claire et lui, ce jour maudit de juillet. Il reste là longtemps, immobile. Un journaliste qui le suit à distance respectueuse prend une photo. On y voit un vieil homme seul face à la mer, le vent dans ses cheveux blancs. L'image fera la une de Libération le lendemain. Titre « Seul face à ses fantômes ». Philippe ne pleure pas. Il n'a plus de larmes, mais il parle à Claire, lui dit qu'il ne l'a jamais oublié, qu'il ne l'a jamais trahi, que malgré tout, malgré les 45 années d'enfer, il ne regrette pas de l'avoir épousée, parce que les quelques années de bonheur qu'ils ont partagées valaient tout le reste. C'est un mensonge, mais un mensonge nécessaire, pour continuer à vivre, pour donner un sens à l'absurde,
pour ne pas sombrer totalement. Il quitte la plage au crépuscule et rentre à Grenoble le soir même. Il n'y retournera jamais. En décembre 2023, le corps de Claire Morsan est localisé. Des plongeurs de la Marine nationale, équipés de sonars haute résolution, fouillent la zone indiquée par Verdier. À 58 mètres de profondeur, dans une faille rocheuse, ils trouvent des ossements humains. L'analyse ADN confirme. C'est elle. Après 45 ans dans les profondeurs, Claire rentre enfin à la maison. Les funérailles ont lieu en janvier 2024 à Lyon. Philippe y assiste. C'est la première fois qu'il peut vraiment faire son deuil. Pleurer sa femme, lui dire au revoir. Devant le cercueil, il prononce quelques mots. Il dit qu'il est désolé. Désolé de ne pas avoir pu la protéger. Désolé qu'elle ait fait confiance au mauvais uniforme. Désolé que justice arrive si tard. Puis il sort de l'église et disparaît dans la foule. Les parents de Claire, morts depuis longtemps, ne verront jamais cette réhabilitation. Ils sont partis en croyant que leur gendre avait peut-être tué leur fille. Philippe ne leur en veut pas, ou peut-être si. Il ne sait plus très bien. L'histoire se termine là, théoriquement. Le coupable identifié, la victime retrouvée, l'innocent réhabilité, justice rendue. Mais ce n'est pas une fin. C'est juste un point final posé sur un chaos qui a ravagé des vies, parce que la vérité, quand elle arrive 45 ans trop tard, ne répare rien. Elle constate juste l'ampleur des ruines. Aujourd'hui, Philippe Morsan vit ses dernières années dans un anonymat qu'il a toujours voulu, mais n'a jamais pu obtenir quand il en avait besoin. Il ne donne plus d'interviews, ne répond plus aux sollicitations. Il a eu son instant de reconnaissance publique. Maintenant, il veut juste le silence. L'affaire Morsan est devenue un cas d'école dans les facultés de droit et les écoles de journalisme. On l'enseigne comme exemple de tout ce qui peut dysfonctionner, quand un système préfère protéger sa réputation plutôt que chercher la vérité. Alain Verdier attend son procès en détention préventive. Il a 97 ans. Les médecins doutent qu'il survive assez longtemps pour être jugé. Peut-être est-ce une forme de justice, ou peut-être une dernière échappatoire. Une photo, c'est tout ce qu'il a fallu. Une photo banale prise par un touriste allemand qui voulait immortaliser ses vacances familiales. Une photo qui a dormi 45 ans dans un carton. Une photo que la technologie moderne a transformée en preuve accablante. Cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vérité existe toujours, quelque part, dans un détail oublié, dans un témoignage ignoré, dans le fond d'une image que personne n'a pris la peine de regarder attentivement. Mais la vérité ne suffit pas. Il faut aussi quelqu'un pour la chercher. Quelqu'un qui refuse de croire aux récits faciles. Quelqu'un qui pose les questions dérangeantes. Quelqu'un qui, 45 ans plus tard, décide quand même de regarder dans le fond d'une vieille photo de vacances. Marseille, 1978. Une femme disparaît. Le monde accuse le mauvais homme. Et pendant presque un demi-siècle, personne ne regarde vraiment. Jusqu'à ce qu'un pixel révèle ce que toute une institution avait choisi de cacher. C'est l'histoire de Claire Morsan. Mais c'est aussi l'histoire de tous les innocents broyés par des systèmes qui préfèrent le mensonge confortable à la vérité dérangeante. Et c'est un avertissement. Parce que quelque part, aujourd'hui, une autre photo attend d'être regardée vraiment. Un autre détail attend d'être remarqué. Une autre vérité attend qu'on lui donne enfin sa chance.